Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, les personnes en distanciel. Oui, salam alaikum, ça tout le monde. Ok, Oui, on super. t'entend, oui. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Ça Ouais. va? Et toi, comment? Alhamdulillah. Ok, alors, on va faire dans un premier temps un petit réveil pédagogique par rapport à ce qu'on a fait hier. Donc, on prendra 10 petites minutes pour le faire. Vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît, parce qu'il y a des échos du coup. Donc, on va faire un petit réveil pédagogique par rapport à ce qu'on a fait hier rapidement, et puis on passe à l'analyse transactionnelle. Je vous mettrai en sous-groupe comme d'habitude pour découvrir ce que c'est que l'analyse transactionnelle pendant 30 minutes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? Ok, donc hier on a vu principalement trois choses. La première chose, c'est trois sujets plutôt. Le premier sujet, c'était les métaprogrammes. Donc, on a vu que les métaprogrammes, ce sont des modes de fonctionnement. Et on a vu qu'il existe plusieurs métaprogrammes, pas un seul, mais il existe plus que 100 métaprogrammes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu encore sur les métaprogrammes? Quelle est l'utilité de connaître les métaprogrammes? Dans un cadre de coaching, par exemple. Mieux communiquer avec la personne, s'adapter à la personne. C'est mieux comprendre la personne pour savoir quelle stratégie mener avec elle, pour parler avec elle et pour l'aider à faire ressortir le mieux qu'elle a. Très bien, ok. Et pour accompagner aussi la personne à avoir des métaprogrammes qui sont aidantes. Ça veut dire qu'à travers les séances de coaching que nous allons faire, à travers les questions du métaprogramme qu'on va poser, à travers les perceptions qu'on va travailler avec la personne, il va le coacher, il va devoir migrer vers des métaprogrammes peut-être limitants dans sa situation en fonction des circonstances qu'il vit, vers des métaprogrammes qui sont aidants. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Le marché du coaching Le au marché, Maroc à l'international. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu sur le marché du coaching? qu'il est en développement D'accord. constant au Maroc. Et, D'accord. Ok. ouais. Comme à l'international. Comme à Oui. l'international, qu'il y en a plusieurs femmes que d'hommes. Et D'accord. le niveau de scolarité varie entre licence et doctorat. Doctorat. Oui. euh, et qui n'est pas régularisé au niveau du Maroc. Oui. Euh, C'est le point faible. ouais, c'est ça. Et du moment qu'il n'est pas régularisé, donc il souffre de plusieurs charlatans qui interviennent dedans. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc après le marché du coaching au Maroc et à l'international, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les 13 postulats de la PNL. Tu On l'as fait dit. un petit rappel. Ce que chacun me dit, s'il vous plaît, un postulat de la PNL. La carte n'est pas le territoire, ok. Ce que c'est une personne, une autre Ok. peut l'apprendre. D'accord. Ce que c'est une personne, une autre peut l'apprendre, ok. Hajar, ok. Chacun fait le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Hajar, tu as dit quelque chose? Et il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, ok. Il est Chacun, plus aisé de changer soi-même que de changer les autres. Vas-y, Abdelkrim. chacun dispose de toutes les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. D'accord. Donc, tout le monde dispose de toutes les ressources nécessaires pour atteindre son objectif. Quoi d'autre? D'accord. Donc, corps et esprit agissent l'un Corps sur et l'autre. esprit agissent l'un sur l'autre. Oui, c'est ça. Ok. Quoi d'autre? On ne peut pas ne pas communiquer, ça veut dire que tout communique chez l'individu, oui. Le 13, le comportement est sous-tendu par une intention positive. Et c'est ça. Donc chaque comportement est sous-entendu par une intention positive. Donc c'est le dernier postulat. Ok, très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, s'il vous plaît, on va se mettre en groupe, d'accord? Vous avez 30 minutes pour chercher la définition. Vous avez ici la définition est historique de l'analyse transactionnelle et les trois états de moi. Donc, pour les personnes en distanciel, je partage avec vous l'écran et vous allez voir ça sur le slide.
Alors voilà. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est définition et historique de l'analyse transactionnelle et puis les 3 états de moi dans l'analyse transactionnelle, parce que vous allez trouver beaucoup de choses dans l'analyse transactionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est les 3 états de moi. D'accord? Donc, vous avez 30 minutes pour faire ça. Les personnes en distanciel, comme d'habitude, je vous mets en sous-groupe tout de suite. Ok. Alors, du coup, c'est qui commence, s'il vous plaît? Je peux bien commencer. Alors, nous, on n'a pas fait de machin style et tout ça. Donc, peut-être je dois mettre là pour le micro, c'est ça? Oui, ou sur la chaise si tu veux passer. C'est toi, là, je me carrément. Allez. Alors, l'analyse transactionnelle est une théorie psychologique qui a été développée par le psychologue américain Eric Berne dans les années 50. Elle se concentre sur les interactions entre les individus, en particulier sur les transactions entre les personnes, c'est-à-dire sur la façon dont les individus communiquent et interagissent avec les autres. Cette théorie repose sur l'idée que chaque interaction humaine est composée de 3 éléments: le parent, l'adulte, l'enfant. Le parent, l'adulte et l'enfant. Le parent représente les messages, les attitudes et les comportements transmis par les figures parentales de l'enfant. L'adulte représente la partie rationnelle, objective et réfléchie de l'individu qui prend des décisions en fonction de la réalité et des informations disponibles. L'enfant représente quant à lui les émotions, les impulsions et les réactions spontanées de l'individu. Selon l'analyse transactionnelle, chaque individu développe des scénarios de vie dès son plus jeune âge qui conditionnent ses comportements et ses interactions avec les autres. Les scénarios de vie sont influencés par les messages parentaux que l'enfant reçoit et intègre et qui peuvent être positifs, donc encouragement, soutien, amour, ou négatif, critique, rejet, punition. Ces messages parentaux positionnent l'enfant à adopter des rôles, par exemple le bon enfant ou le rebelle, qui perdurent à l'âge adulte et influencent les interactions avec les autres. Lorsque l'adulte est en situation de stress ou de conflit, il peut réagir en fonction de ces scénarios de vie qui peuvent être adaptés ou inadaptés à la situation présente. Par exemple, un adulte qui a grandi dans un environnement où l'expression des émotions était mal vue peut refouler ses émotions et avoir des difficultés à les exprimer de manière adéquate dans une situation de conflit. De même, un adulte qui a appris à toujours minimiser les problèmes et à ne jamais demander de l'aide peut avoir du mal à faire face à des difficultés et à rechercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. En somme, les messages parentaux que nous recevons dans notre enfance ont une influence profonde sur notre développement psychologique et sur la façon dont nous interagissons avec les autres à l'âge adulte. Il est important de prendre conscience de ces messages et de leur impact sur notre vie afin de pouvoir faire des choix éclairés et exprimés. Exprimer notre personnalité et nos besoins de manière authentique et équilibrée. Donc, je vais vous parler des états. Alors, l'état du moi par an. Cet état se manifeste par des comportements critiques, des jugements moraux et des attitudes protectrices. Cet état est principalement influencé par les parents et les sources extérieures de figures d'autorité de l'individu. Quelques exemples. Les gens bien ont des diplômes, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, il faut se méfier des étrangers, il faut mettre sa ceinture. Dans cet état, nous avons tendance à reproduire les attitudes et comportements des figures parentales que nous avons connues et qui nous ont marqués dans le passé. Ces figures peuvent être professeurs, parents, tuteurs. On distingue 2 parties à l'intérieur du parent, le parent normatif et le parent nourricier. Le parent normatif, il représente l'autorité. Il est influencé par l'ensemble des valeurs, des a priori et des normes de comportement. Dans cet état du moi, nous avons tendance à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, nous exercer une autorité semblable à l'autorité parentale. Par exemple, les gens sérieux portent des cravates, il faut toujours faire bonne impression, une lettre ne doit pas contenir de fautes d'orthographe. Un des avantages de cet état du moi se trouve dans le fait que l'individu donne le cadre, instaure des règles et protège. Le point négatif est que l'individu a tendance à être rigide, n'accepte pas d'autres normes que les siennes et cherche l'erreur. Le parent nourricier, il représente la protection. C'est la position que nous avons tendance à prendre lorsque nous conseillons ou soutenons quelqu'un. Cet état du moi contient l'ensemble des façons de faire que la personne a copiées de son environnement. Le parent nourricier a tendance à dire comment faire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit écouter, Il encourage, conseille, aide, materne, prend en charge. Le point positif de cet état est que l'individu rassure, soutient, encourage et donne des permissions. L'inconvénient est qu'il pense et fait à la place des autres.
Ensuite, l'état du moi enfant. Je parle d'abord de l'état du moi parent, peut-être. L'état du moi enfant. L'état enfant concerne le domaine du ressenti et englobe tous les besoins, les sensations et les émotions qui apparaissent naturellement chez une personne. Cet état, bien évidemment, est influencé par les expériences vécues par l'enfant et la façon dont il a réagi. Il contient donc d'anciens comportements provenant de l'enfance. Voici les propos que pourrait porter une personne dans l'état enfant. Depuis cet accident, j'ai tout le temps peur quand j'entends des crissements de pneus. Chaque fois que mon père lève le bras, je crois qu'il va me frapper. On distingue trois parties à l'intérieur de l'enfant. L'enfant libre, l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle. L'enfant libre, cet état a pour fonction l'expression des besoins et des émotions de base. L'individu dit ce qu'il veut quand il le sent. Exemple. Allez hop, pause café. La fonction de cet état est d'assurer la régulation biologique de l'organisme et de donner aux états du moi plus élaborés les informations nécessaires pour maintenir à long terme les conditions d'un tel équilibre. L'enfant adapté. L'enfant est sous l'influence d'un parent. L'enfant adapté s'exprime donc dans le but d'obtenir une réaction de la part des grandes personnes. Cette réaction de la part d'un parent peut être négative ou positive. L'enfant adapté soumis. Il s'agit de l'enfant adapté soumis si l'objectif de l'individu est de conformer afin de vivre en harmonie. Dans cet état, l'individu s'adapte à son environnement et obéit afin d'être accepté. L'avantage est que l'individu se conforme aux normes sociales, lui permettant une vie en société. L'inconvénient est que l'individu ne prend pas en compte ses besoins et se suradapte à ceux des autres. L'enfant adapté rebelle sera utilisé lorsque l'individu agira à l'encontre des directives parentales afin d'obtenir de l'attention. Comme l'individu n'aura pas obtenu de l'affection, il cherchera l'attention. Cet état peut être lié à un parent abusif. Un des avantages de cet état du moi se trouve dans la capacité de l'individu à faire preuve de discernement et d'avis critique. L'inconvénient est que l'individu s'oppose à tout systématiquement. J'ai pas parlé du l'état du moi adulte. L'état adulte n'a rien à voir avec l'état d'un individu, mais concerne plutôt le domaine de pensée. Dans l'état du moi adulte, l'individu est recentré sur la logique et le réalisme. L'observation, évaluation, compréhension, décision et analyse sont mots d'ordre. Cet état du moi est celui le plus recommandé dans le monde de l'entreprise. Le principal inconvénient est qu'en restant constamment dans cet état, le comportement de l'individu pourrait être comparé à celui d'un robot. Voici les propos que pourrait porter une personne dans l'état adulte. À cette vitesse, si tout va bien, nous arriverons vers 6 heures. Si la demande des clients reste à ce niveau, nous épuiserons nos stocks dans 20 jours. Compte tenu de tous ces paramètres à court terme, il vaudrait mieux déménager. Pour conclure, il est souvent nécessaire de faire un travail sur soi, en explorant son passé, en identifiant ses messages parentaux et en apprenant à les dépasser. Cela peut prendre du temps et nécessiter l'aide d'un professionnel de la santé mentale, et cela peut apporter des changements positifs, significatifs à notre vie. En fin de compte, c'est en prenant conscience de ces influences externes que nous pouvons prendre le contrôle de notre propre parcours de développement et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va vous avoir reçu? Oui, j'ai reçu, oui, dans la présentation. Oui. Alors, je partage. Oui, on peut passer le groupe. Alors, Hanan, il y a un groupe là en présentiel qui veut passer. Raja, les places, après, je peux. D'accord, ok. Ok, alors, c'est à la présente. Alors, je vais la expliquer ici, parce que tu vas plus de Alors, commençons par la définition. L'analyse transactionnelle et psychologique est une méthode de psychothérapie fondée par le psychiatre américain Eric Berne dans les années 1960. Elle repose sur le présupposé que chaque personne possède 3 facettes qui façonnent sa personnalité: l'enfant, le parent et l'adulte. La psychothérapie, qui en découle, vise à améliorer les capacités transactionnelles de la personne, c'est-à-dire son aptitude à améliorer les échanges et les comportements qu'il entretient et adopte avec les autres.
Le thérapeute, en analyse transactionnelle, amène le patient à s'interroger sur des trois facettes intérieures des parents, d'enfants et d'adultes, qui correspondent aux différents états de son moi afin de mieux se connaître. L'historique. Les écrits de Berne sur l'illusion de ces idées controversées avec le concept freudien de l'inconscient en 1949. Publication de 2 articles en 1957. Le premier, illusion 5 Diego Image, expliquait comment il était arrivé au concept des états de moi. Il incluait des idées de séparation entre l'adulte et l'enfant. Le second, Ego State in psychothérapie, état basé sur le concept tripartite parents, adultes et enfants. Les états de moi. En commençant par le parent, les origines dès l'enfance. Il contient des pensées, des croyances, des émotions et des comportements que l'individu a appris de sources extérieures des figures d'autorité, et principalement ses propres parents. L'adulte, à partir de 12 ans, il est orienté sur la réalité objective, il recueille, enregistre et utilise des informations de toute origine, aussi bien externes, de l'environnement qu'interne, du parent ou d'enfant, et se sert de ces informations pour énoncer des faits, calculer des probabilités, prendre des décisions, préciser ses objectifs, évaluer ses résultats. Et à la fin, c'est l'enfant, dès la naissance. Il concerne le domaine du senti et comprend les besoins, les sensations et les émotions qui apparaissent naturellement chez une personne. Le parent, en fait, on a 2 types de parents. Le parent normatif, protecteur, il fixe des limites dans des règles. Prescripteur, il cherche des coupables, fait des reproches. Le parent nourricier, permissif, il prend soin, celui qui dit oui. Sauveur, il agit à la place de l'autre, des responsables. L'adulte. L'insensé, agit trop, froidement déshumanisé. Le responsable, capable à traiter la réalité, comportement adéquat avec la situation. Et finalement, c'est l'enfant. On a l'enfant soumis, obéissant, capable de se conformer à une contrainte, et la victime, il subit ce plaint. Enfant rebelle, affranchi, il sait dire non à l'autorité. Victime, il rentre en guerre avec l'autorité. Et l'enfant libre, créatif, indépendant, original et spontané. Précepteur, égoïste et inadapté à son environnement. L'analyse transactionnelle et coaching. Les coachs utilisent souvent la tête pour aider leurs clients à identifier leur schéma de pensée et de comportement, ainsi que pour les aider à développer de nouvelles compétences en communication et en gestion de conflits. La tête permet également aux coachs de mieux comprendre les dynamiques de groupe et de les aider à faciliter la communication et la collaboration entre les membres d'une équipe. En utilisant la tête, des coachs peuvent aider les clients à prendre conscience de leur schéma de comportement qui peuvent nuire à leur vie professionnelle et personnelle. Ils peuvent également aider les clients à se concentrer sur leurs forces et à développer leur potentiel pour atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup, merci à Ok, alors Hadan. Oui, bonjour tout le monde. Oui, donc ce que nous avons trouvé dans notre groupe, je le partage. Donc l'analyse transactionnelle est un outil d'évolution personnelle et professionnelle. C'est une approche comportementale qui a été fondée par le docteur Eric Berne, un psychologue, durant la fin des années 50 et début des années 60. C'est une philosophie selon laquelle toute personne a une valeur positive en tant qu'être humain. Donc c'est pour ça qu'elle est très utile pour les coachings et pour les coachs, parce qu'elle est basée sur le comportement des individus.
Donc, l'analyse des états de cette analyse transactionnelle, elle a présenté une analyse des états du moi. C'est quoi les états du moi? L'analyse des états du moi, c'est l'analyse structurale, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, et une analyse aussi fonctionnelle, c'est-à-dire les fonctions remplies par chacune des parties de notre moi interne, de notre moi. Donc, selon l'approche comportementale d'Eric, l'analyse et selon l'analyse transactionnelle, nous abritons simultanément au fond de nous 3 personnages qui sont parents adultes. Selon les situations et les personnes rencontrées, nous adoptons un personnage parmi ces 3. Donc, à chaque situation, à chaque condition ou bien situation de problème, un individu, il adopte ce qui est à l'intérieur de lui, soit qu'il adopte le moi adulte, soit le moi enfant, soit le moi parent. Donc, pour le moi parent, il résume le fait que c'est tout ce que j'ai appris et tout ce qui m'a été dit, cela est bien, cela est mauvais. Pour l'adulte, c'est le moment où la phase de la réflexion et de l'analyse. Pour l'enfant, c'est tout ce qui est ressenti dans sa vie et par ses émotions. Donc, pour l'analyse transactionnelle, donc ils ont défini les 3 mois, parent, enfant et adulte. Donc, pour le parent, il y a le parent normatif et parent normatif plus et normatif moins. Et il y a parent nourricier. Donc, il y a deux types de parents, un parent normatif et un parent nourricier. Dans le normatif, il est réparti en 2. Un normatif plus, c'est-à-dire c'est celui qui fixe les limites et qui établit des règles et qui garde la bienveillance. Le normatif moins, c'est la personne, c'est celui qui impose et qui exige et qui reproche beaucoup. Le parent nourricier, aussi, il est réparti en 2, nourricier plus et nourricier moins. Pour le nourricier plus, il prend toujours soin, il arrondit les angles et accompagne et encourage. Pour le nourricier moins, il fait à la place de l'autre, il déresponsabilise, ne permet pas l'autonomie. Donc, il est toujours là, il fait à la place des autres, il ne laisse pas les autres agir en eux-mêmes. Pour l'adulte, il y a adulte plus et adulte moins. Pour l'adulte plus, il analyse, observe, écoute, décide en connaissance de cause et de façon claire et équilibrée. L'adulte moins, il éteint ses émotions et prend des décisions d'une manière déshumanisée et il est souvent bloqué. Pour le moi enfant, bon, comme ça a été dit, il est réparti en trois onglets ou bien en 3 types. Enfant adopté soumis. Pour l'enfant adopté soumis, il comprend les règles et les contraintes, il accepte ce qui est et il le réalise comme il a été dicté de le faire. Enfant adopté rebelle, ben, pour celui-là, il comprend les règles, il comprend les contraintes, mais il n'accepte pas. Il bravade, il se met toujours en colère parce qu'il refuse d'être soumis et il n'a pas le sens de l'exécution. Il refuse d'exécuter, donc il est souvent en colère et il est agressif. Pour l'enfant libre, celui-là, il est pas comme les autres, donc il comprend les règles et les contraintes, mais il fait ce qu'il veut. Donc, il comprend les situations, mais il fait selon ce qu'il veut et selon ce qui le convient. Voilà. Donc, en général, c'est ce qu'on a pu ressortir de ce qu'on a trouvé. Merci beaucoup, Hanan. Tu as travaillé avec qui, Hanan? Je travaillais avec Abdelkrim et je pense une dame. Assia. Ouais, Assia, voilà.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Suivant, madame. Je vous ai passé le nom pour l'assistance. Oui, Donc, l'équipe de présenter. Zora, c'est ça? Oui. Alors, l'analyse transactionnelle se définit comme un outil pour analyser les relations de communication avec un interlocuteur à la pour but d'identifier les états du moi. Mise au point dans les années 50 aux États-Unis par le docteur Eric Berne et un petit groupe de psychologues, la théorie de base de l'analyse transactionnelle est une théorie complète de la personnalité. C'est une méthode d'analyse de la structure de la personnalité, de la communication entre les gens des règles qui sont instituées dans les relations de groupe. L'analyse transactionnelle étudie nos comportements, nos attitudes, nos paroles, nos réactions physiques et émotionnelles, à l'aide de paramètres analytiques tels que les états de moi et les positions de vie. Il existe une relation entre ce qui est appelé l'état du moi et le code de communication particulier à chaque état du moi. L'originalité d'Eric Berne est d'avoir découvert que la perception des messages par les personnes qui communiquent peut être identifiée à partir d'une typologie relativement simple et à des langages spécifiques correspondant à des attitudes déterminées. Ainsi, il a été établi une relation entre ce qui est appelé l'état du moi et le langage particulier correspondant à cet état du moi. La personnalité de chacun d'entre nous est composée de 3 systèmes d'attitudes et de comportements. En analyse transactionnelle, la structure de l'individu, les 3 états du moi, se représentent ainsi parents, adultes, enfants. Ensuite, je vais laisser Samia ou c'est la personne qui doit faire adulte, parent ou adulte. Parce qu'on a partagé le travail. Qui fait parent? C'est qui fait le parent? Parent. Ouais. Qui faisait le parent? C'est Farida, je crois. D'accord. Farida? Présente ou sinon, Samia, ce que tu as fait toi. D'accord, ben je vais faire l'adulte. Mais tant que faire. Alors, l'adulte, Vas-y, je t'en prie. d'accord, l'aspect positif, il est rationnel, pragmatique et objectif. Il est dans la réalité qui l'entoure et il utilise toutes ses compétences et ressources pour réfléchir et agir. Il a la tête sur les épaules, il est lucide, il analyse et agit en fonction. C'est le seul état de moi qui n'a pas de sous-système, il est complet et il est complet. L'aspect négatif, c'est que c'est un adulte robotique. Il se base sur des chiffres, des analyses et des faits. Il ne laisse aucune place à la dimension émotionnelle. Et il va aller jusqu'au bout de ses décisions sans humanité. Voilà. Prochain. Ok. Farida ou Yassir? Donc, eh bien, effectivement, donc moi, je vais compléter effectivement avec ce qu'on a pu dire sur l'enfant. Effectivement, donc il y a l'état de moi enfant et donc ça concerne tout ce qui est ressenti, tout ce qui englobe donc les besoins, les sensations, les émotions, etc. Et donc on voit bien en fait que cet état est principalement influencé par les expériences qu'on a pu vivre en fait dans le passé. Et donc c'est pour ça que vous avez, comme vous l'avez dit auparavant, donc il y a l'enfant libre, l'enfant adapté, soumis ou rebelle. Donc clairement l'enfant libre c'est en fait c'est cette liberté, c'est l'individu qui dit ce qu'il pense, qui ressent. Et puis, ben, l'enfant adapté qui soit soumis au rebelle, ben, en fait, soumis, bien sûr, comme son nom l'indique. Donc, effectivement, il se soumet, en fait, à des règles. Et donc, forcément, en fait, ça ne laisse place pas du tout à sa créativité. Et puis, ben, rebelle, c'est ce qui permet aussi, donc, plus d'analyse critique, etc. Mais effectivement, plus compliqué pour s'intégrer dans la société. Mais nous, on a voulu aussi parler d'une partie. Donc, en gros, en fait, le but, en fait, de l'analyse transactionnelle, c'est bien sûr prendre conscience de son comportement, comprendre un petit peu les attitudes problématiques et puis les adapter, prendre les décisions, essayer de les organiser, les rendre comme partie intégrante en fait des éléments de la vie. Mais surtout, il faut savoir en fait qu'il y a aussi une vraie critique aussi en fait de l'analyse transactionnelle, parce qu'aujourd'hui on dit il y a un mouvement qui critique et qui dit que l'analyse transactionnelle aujourd'hui ne répond à aucune hypothèse centrale et donc en fait
on part en fait de rien, et donc forcément c'est une contre-indication à l'utilisation donc de l'analyse transactionnelle. Il y a aussi le fait que ça ne correspond en fait à aucune réalité biochimique ou physiologique, et donc forcément en fait c'est vraiment on peut partir d'un constat qui est complètement faux, et c'est ce qui rend aussi donc l'analyse transactionnelle un petit peu plus compliquée. Et le dernier point, effectivement, c'est que on reproche aussi donc à l'analyse transactionnelle de ne pas tenir compte complètement de la dimension sociologique et des problèmes humains, et donc de négliger complètement l'importance de l'imaginaire et des fantasmes, parce que effectivement c'est basé uniquement sur une action, une réaction. Et donc ça c'est aussi une critique effectivement qui est faite à l'analyse transactionnelle. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Yassir. Ok, il nous reste un seul groupe, alors. Ah, ça fait bien. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Donc, il restait le parent, donc, qui est donc un analyse transactionnelle, l'état du mois par an, correspond à la partie de nous qui reproduit des comportements acquis dans nos expériences précédentes et que nous interprétons alors la réalité du monde qui nous entoure en y plaquant des modèles. Souvent, c'est le parent, les figures parentales ou Soit on a un problème, on t'entend pas. vous m'entendez pas? Non, non. Bah, je suis désolée, vraiment, je sais pas comment. Ça coupe, en fait. Bah, écoutez, j'ai pas d'autre possibilité, je suis désolée. Pas de souci, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent présenter ça à ta place. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont travaillé sur ça aussi, Zora et Yassir, qui peuvent présenter à ta place. En fait, on a partagé en 4, donc du coup, chacun avait son domaine de. Voilà, Bon. désolé. C'est pas grave, de toute façon, le parent, on l'a vu chez les autres groupes, Oui. c'est pas grave. Oui. Essaiera Merci. de régler peut-être ce problème après, Farida. Ok, donc il nous reste un groupe. Le groupe de Adkrim, non, Adkrim, il a déjà travaillé avec Hanan. C'est qui Samia alors? Samia, tu travailles avec qui? Samia avec Sarah. Ah, Non, Samia, elle est avec nous. Samia, Oui, j'ai moi. travaillé avec Farida et Yasser et Zahara. Ok. Donc, ok, alors merci tout le monde pour le travail que vous avez réalisé. Je voulais juste, parce que tout à l'heure, je remercie aussi le groupe de Yassir d'avoir rajouté la critique sur l'analyse transactionnelle. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous allez avoir, durant cette formation, plusieurs outils avec lesquels vous pouvez travailler. C'est à vous d'adapter le meilleur outil en fonction de la situation, des circonstances, etc. Ça va être votre intelligence. Ça veut dire, lorsqu'on voit l'analyse transactionnelle, c'est pas un outil à utiliser tout le temps en permanence avec tous les, pareil pour tous les autres processus qu'on va voir. Vous, par la suite, vous allez voir par où commencer, quel est l'outil qu'il faut utiliser, des fois vous allez l'utiliser, peut-être qu'il y a des fois où vous n'allez pas l'utiliser. Donc finalement, tous les processus qu'on va voir, les outils plutôt qu'on va voir, leur adaptation aux séances de coaching, ça va être vraiment votre intelligence. C'est à vous de voir est-ce que vous allez l'utiliser, vous n'allez pas l'utiliser en fonction de quoi. Et son utilité aussi. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle? D'ailleurs, si on analyse juste le nom, analyse transactionnelle, qu'est-ce que ça veut dire une transaction? C'est un échange. C'est un échange, ok. Alors, transaction, là, quand on parle d'analyse transactionnelle, on parle de quoi? Qui et qui? Le coach. Non. Humaine, c'est une transaction humaine. D'accord? Donc, là, on est sur une transaction humaine, ça veut dire un échange, on ne parle pas d'une seule personne, on parle d'un échange. D'accord? Et donc, cet échange-là, on est sur l'analyse des transactions humaines. L'analyse transactionnelle, et sert à analyser les transactions humaines, à comprendre les transactions humaines. Ça veut dire ce que je fais et qu'est-ce que ça engendre chez l'autre. Ça veut dire l'impact, si vous voulez, des comportements sur la transaction humaine.
Contrairement, par exemple, à ce qu'on a vu dans les postulats hier, par exemple, ces postulats, ça ne touche qu'à seul individu. Ça veut dire quelles sont les règles que je dois moi respecter dans ma vie quotidienne pour que je puisse, par exemple, être sur cette optique de développement personnel et puis utiliser la PNL dans mon coaching. Là, on est carrément sur une transaction humaine. Alors, le concept de l'analyse transactionnelle, en principe, c'est un concept, bon, ça c'est parce qu'il n'est pas sur le support, c'est pour ça que je le dis, c'est un concept qui a été développé dans un premier temps par Freud. Freud, le philosophe, lui, il n'était pas sur parents, adultes et enfants, il était sur le ça, le moi et le surmoi. D'accord? C'était le premier qui est parti, voilà, c'est donc le ça, le moi et le surmoi. Donc, lui, c'est le premier qui s'est dit pourquoi ne pas créer peut-être une hypothèse, si vous voulez, ou une science qui va parler de l'analyse des transactions. Et par la suite, il y a Berne qui est venu dans les années 60 pour développer ce concept. Et là, il a traduit, si vous voulez, ou il a converti le ça, le moi et le surmoi en enfants, adultes et parents. Ok, donc l'analyse transactionnelle, donc il est développé par le docteur Henrik Berne dans les années 60. L'analyse transactionnelle propose une théorie de développement personnel, les lunettes, basée sur la responsabilité, le fait que chacun peut prendre confiance en lui-même. Donc, définition selon l'Association internationale d'analyse transactionnelle, oui, parce qu'il y a une association internationale pour ça. Donc, comment ils définissent l'analyse transactionnelle? Ils définissent ça comme étant une théorie de la personnalité et une psychothérapie systématique en vue d'une croissance personnelle et d'un changement personnel. En athée, la personnalité se fonde sur des états de moi. Donc, d'ailleurs, dans l'analyse transactionnelle, il y a beaucoup de concepts. Mais nous, on va prendre juste les états du moi. L'analyse transactionnelle, c'est pas uniquement les états du moi. Le qui nous intéresse dans l'analyse transactionnelle, c'est les états du moi. Et encore, on ne va pas trop rentrer dans les détails des types de parents, enfants, etc. On va juste comprendre les trois états de façon globale. Bon, le titre, parce que j'ai vérifié, je vais changer. Je vais changer après. Les états du moi, vous l'avez très bien expliqué, il y a le parent, l'adulte et l'enfant. Qu'est-ce que ça représente? On part du principe que chaque individu, en lui, il a trois états. Il réagit face aux situations avec trois états, en se basant sur trois états. Le premier état, c'est l'état parent. Qu'est-ce que ça représente l'état parent? C'est l'ensemble des valeurs, des règles, des normes, des lois, des croyances qu'il a. D'accord? Donc, un parent, l'état parent, quand je réagis face à une situation ou quand je me comporte face à une situation avec cet état parent, je suis sur les valeurs, les règles, les lois, les normes. D'accord? Il y a l'état adulte. État adulte, lui, il est sur l'information, sur le questionnement, sur l'analyse, les réflexions et les décisions. Ça, on est en train de détailler les traits de chaque dimension. L'enfant, lui, il est spontané, il est émotionnel, il est sur les sentiments et il est énergétique. On va prendre, par exemple, on va prendre des exemples, d'accord, pour que ce soit plus simple à comprendre. Des exemples, supposons qu'on est dans le domaine professionnel. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la définition que nous, la perception que chacun de vous a sur les trois états. Il faut se référer à ce tableau. Ça veut dire oubliez ce que vous connaissez vous sur un enfant, sur un adulte, sur parent. Oubliez ce que ça représente pour vous. Mais donc désormais, être un parent, c'est ce que ça veut dire. Valeur et norme loi. On va prendre des exemples. Je suis un manager. J'ai 5 personnes dans l'équipe. D'accord? Et je dois communiquer une règle. Une règle, une consigne que tout le monde doit appliquer. Donc je viens, je dis bonjour tout le monde, à partir d'aujourd'hui, la règle X doit absolument être respectée. Je suis sur quel état? Parent. Je suis en train de communiquer sur des lois. Alors ce qu'il faut savoir que cette même information, je peux la communiquer avec les trois états. La même information dans la même situation. Lorsque je suis adulte, qu'est-ce que je fais? Je parle pas de l'engagement. Quand je suis adulte, je suis, d'ailleurs, le trait principal, le trait de caractère principal d'un adulte, c'est quoi? C'est la neutralité. C'est l'objectivité. L'adulte, c'est celui qui, avant de réagir face à une situation,
Il va réfléchir, il va voir quelle est la meilleure façon de réagir. Est-ce que c'est la façon émotionnelle? Est-ce que je réagis de telle ou telle façon? Et il est objectif par rapport à la situation. Le parent, il n'est pas objectif. Il se base sur ses valeurs, sur ses lois, sur ses normes, il vient, il les apporte. Ça, c'est le parent. C'est pas quelqu'un qui est objectif. Il n'est pas objectif. L'enfant, lui, il réagit par émotion, en spontanéité. La première chose qui lui vient à la tête, il l'a fait. D'accord? Il ne va pas y réfléchir. Par contre, l'adulte, il est entre les deux. Il va réfléchir à la situation. Il va voir quelle est la meilleure façon de répondre à cette situation. Et, d'ailleurs, le trait de caractère, c'est qu'il est réfléchi. Quand c'est un état qui réfléchit. Maintenant, dans la même situation, si je suis dans un état adulte, ben, je vais réfléchir à la façon avec laquelle je vais communiquer. C'est que moi, mais je vais réfléchir à la façon avec laquelle je vais communiquer. Dans ce cas, je vais dire, bonjour, aujourd'hui, je tiens d'être objectif et d'être. Je tiens à vous informer, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place et qui stipule que, nanana. Et c'est bon, le fait de dire que c'est une loi, elle est mise en place et stipule que je suis neutre, mais en même temps, l'information est communiquée, les gens savent qu'aujourd'hui, il y a une loi, il y a des responsables qui sont appliquées. D'accord? Sans être dans l'obligation, dans les valeurs, dans la loi, dans l'imposition, si vous voulez. Et l'enfant, pareil, il est dans la partie spontanée émotion, donc ça dépend, il va venir avec la loi qui est privée, il va l'imposer, il va dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça, et il passe. Maintenant, ces trois états, il n'y a pas de, si vous voulez, chaque personne réagit en fonction des situations avec l'état, avant tant que vous connaissez pas l'analyse transactionnelle, vous allez répondre aux situations d'une façon spontanée. Donc, ce qui va changer quand vous allez découvrir la T, vous allez bien la comprendre, c'est que vous allez essayer de migrer vers la version adulte dans la plupart des situations. C'est ça la différence. Vous allez essayer de migrer et même avec mon coaching, vous allez essayer de l'accompagner pour qu'il soit dans l'état adulte. Pourquoi? Parce que c'est l'idéal. On ne peut pas non plus enlever le parent et l'enfant, il va toujours y revenir. C'est normal, c'est naturel. Mais l'idéal, c'est de le migrer vers l'état adulte. Pourquoi? Parce que ça repose à la notion de responsabilité dont vous avez parlé. Dans des situations de conflit, par exemple. Dans des situations de conflit, comment les trois vont réagir? Dans des situations de malaise ou de conflit. Le parent, qu'est-ce qu'il va faire? Si on prend en considération les 13 postulés d'hier. Donc, parent, il va freiner à au premier postulat. La carte n'est pas le territoire. Pour lui, la carte, c'est le territoire. Parce que l'ensemble des valeurs, des croyances et des normes et des lois qu'il a dans la tête, c'est ça, en fait. Ce qu'il faut que tout le monde applique. Pour lui, c'est ça. C'est sa carte. Et c'est la logique. Et c'est la norme. Et c'est la règle. Donc, c'est ce qu'il va chercher à imposer. Donc, il va freiner à la première carte du territoire. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir par émotion ou énergie. Ça veut dire, il se trouve dans une situation de conflit, peut-être qu'il va sur le champ réagir, il va s'énerver, il va peut-être être dans un état agressif, etc. L'adulte, il est réfléchi. Qu'est-ce qu'il fait? Questionne. Ça veut dire quoi? Il ne réagit pas, lui, il cherche à comprendre. Il sait que la carte est du territoire, il doit analyser, et donc pour analyser, il doit comprendre. L'autre, il doit comprendre pourquoi il est dans cette situation de conflit, et donc il va questionner la personne pour mieux comprendre sa vision des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que lui, il a une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'analyser où est la part de responsabilité, où est la part de responsabilité de l'autre par rapport à ce qu'il a indiqué de la meilleure façon d'eux. Il va analyser, et ensuite, il va réfléchir, et après, il va prendre une décision pour réagir. C'est ça la différence entre l'état adulte, enfant et parent. Et c'est pour ça que je dis que l'idéal, ça va être accompagner, vous coacher à être dans l'état adulte. D'ailleurs, quand le coaching, vous allez l'avoir, vous allez le questionner, c'est le naturel, vous êtes sur les questions de l'état modèle dans la plupart de vos coaching. Quand vous êtes en train de questionner, vous allez détecter quel est l'état dominant chez la personne. Ça veut dire face aux situations, quel est l'état dominant? Est-ce qu'il réagit plus? Il est sur l'optique parent, tout le temps valeur, normes, lois, règles, et c'est tout. Ou il est sur adulte, ou il est sur enfant. Maintenant, ça, on est juste sur la définition. Sauf que, on a dit qu'on est dans l'analyse de transaction. Ça veut dire ça, c'est comment moi je me comporte face aux situations. Mais il faut voir qu'est-ce que ça engendre chez l'autre.
Or, les réactions qui sont bonnes, qui sont dans l'analyse des problèmes. Parents, à votre avis, quand je viens, d'accord, et je me comporte face à une situation avec l'état parent. Qu'est-ce que ça va déclencher chez l'autre? Quel état va être déclenché chez l'autre? Il va avoir des blocages, non? Non, quel état? L'autre. Si moi je suis Ah, d'accord, parent, ok. l'autre, il va être parent, enfant ou adulte? Il va être enfant. Enfant. Parent, c'est un dominant. Il Le sera parent, enfant. c'est un dominant. Voilà. Le dominant, il a besoin de quoi? D'un dominé. Et le dominé, ça va être l'enfant. Si je viens imposer aux autres, je dis, ah, t'es comme ça et pas autrement, ben, l'autre, il va me dire, mais non, mais tu n'as pas le droit de me dire ça. Mais non, tu peux pas me parler de cette façon. C'est un enfant. Il réagit par réaction. C'est ça la transaction. Parent, ça déclenche enfant. Ou bien, il y a un autre cas. Ça peut déclencher un parent comme lui. Ouais. Effectivement, il faut dire ça. Et on va voir des exemples tout à l'heure sur le support où ça va déclencher un parent comme lui, qui va parler le même langage. D'accord? Donc, parent, ce que ça donne dans la transaction, parce qu'il est, c'est un dominant. Donc, soit il va avoir un parent qui va supporter son avis, il est dans la même position, soit il va avoir un enfant face à lui, et c'est ce qui se passe dans la plupart des situations de conflit. Je viens, la façon avec laquelle je vais venir, c'est pour ça que je dis que les gens, ils croient que si par exemple une personne te parle d'une façon qui est très agressive, ou réagit de façon agressive, toi tu fais pas attention, tu te dis, moi j'ai fait mon travail, je suis venue, je lui ai dit qu'il y a une consigne et qu'il faut l'appliquer. Pour toi, tu n'as rien fait. Mais en fait, l'état dans lequel tu étais en communiquant cette consigne, ça a déclenché un état enfant chez l'autre. Tu pouvais très bien communiquer la même consigne, mais avec un état adulte. Parce que l'état adulte, ce qui déclenche, il ne peut pas déclencher un état ni enfant, ni parent. Tu viens en état adulte, c'est un adulte tout clair. Ça fait toi dans la transaction. Donc, parent, tu auras un dominé, qui est l'enfant, ou tu peux avoir un parent conscient. D'accord? Sinon, quand tu viens en adulte, tu vas avoir un adulte. Et si tu n'as pas un adulte, et tu maintiens ta posture, tu vas l'aider à être dans le statut adulte. Donc, à migrer vers l'état adulte. Enfant, si tu viens avec l'état enfant, qu'est-ce que tu vas avoir à cette fois? Tu viens, tu réfléchis avec émotion, avec spontanéité, sentiment. Soit parent, soit enfant, comme toi. Soit tu vas avoir un parent, soit tu vas avoir un enfant comme toi. C'est pour ça que je dis, dans la transaction, la meilleure option, c'est d'agir en tant qu'adulte pour avoir un adulte face à vous. Donc, dans la transaction, c'est ce qu'on dit. L'analyse transactionnelle, c'est tout simplement ça. On est dans la définition, on explique qu'est-ce que c'est que le parent. On dit que chaque individu, il a les trois. Il n'y a pas une personne qui a un seul état. Non, on a les trois. D'accord? Sauf que quand vous avez la connaissance de ces trois, vous commencez à vous essayer, vous déjà, en tant que coach, de passer dans le maximum de temps à l'état adulte, lors de la communication des informations, dans la façon de faire. À chaque fois que vous vous apprêtez à communiquer l'information, il faut réfléchir aux trois étapes. Pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir avoir des adultes face à nous dans la transaction aussi. Et donc ça évite les situations de conflit, ça évite enfin beaucoup de choses, ça, beaucoup d'utilités, vous en avez parlé tout à l'heure. Si on prend par exemple les exemples, justement, pour chercher le détail. Pardon, s'il vous plaît, Madame Salah. Oui. Juste une petite question à propos de ça. Donc, si par exemple, on a coaché un enfant, on aura toujours besoin de prendre cette allure d'adulte pour le faire lui aussi adopter la posture d'un adulte, ou bien il reste toujours un enfant? Non, bien sûr que, alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ne mettez pas votre perception, votre définition sur les trois états de moi. Enfant, ici, les trois états, ils sont chez tout le monde. Chez un enfant, chez un adulte, c'est des états. Donc, et un enfant ou un adulte en face de nous, c'est un individu. Donc, ce sont trois états, ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait nous sur un enfant ou un adulte. Donc, oui, la réponse, c'est oui. On parle de cette optique, quel que soit l'âge de qu'on a en face. Ce sont des trois états que l'enfant peut avoir, normal, il peut réagir face à des situations. Après, ça va dépendre de l'éducation aussi.
Mais nous, l'idée, ça va être d'avoir un adulte aussi façon. Et l'aider à grandir dans sa façon de faire. Donc, pour les exemples, si je viens te poser la question avec neutralité, comment vas-tu? Ben, la réponse que je vais avoir, très bien, merci. Ok, adulte. Moi, c'est des exemples qui sont très, parents, par exemple, il dit, ils ont du mal en ce moment. Un parent comme lui, comment il répond? Ils ont besoin de votre soutien. Pourquoi on parle de ça? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du type de parents qui existent. Donc, il y a un parent qui a dit, ils ont du mal en ce moment, c'est type. Et il y a un autre parent qui va dire, ils ont besoin de votre soutien. Donc, le sauveur, qui est tout là pour le support du soutien. Et ça va contre l'autonomie. D'accord? Ça va contre l'autonomie, c'est un type de parent qu'on a. D'accord? Donc, ça, c'est un parent qui va entraîner un parent comme lui. Un enfant, dans l'état adulte, quelle heure est-il? Il est 16 heures, bon, qu'est-ce qu'on pense? Enfant, le chef est comme un coq. Un enfant comme lui, et il lui manque des plumes. Donc, dans les transactions, c'est un peu ça. Dans les transactions, c'est un peu ça. Donc, l'analyse transactionnelle, elle n'est pas très compliquée à comprendre. L'analyse transactionnelle, il faut juste comprendre que on est sur 3 états du mois. On est sur 3 états avec lesquels on réagit face aux situations, et ce qu'il faut surtout comprendre, que la façon avec laquelle on communique, l'état qu'on va adopter, va avoir de l'impact sur l'état de l'autre. Que ce soit l'état du moi parent ou adulte ou enfant. Ça va avoir un impact sur l'autre. Dans l'analyse transactionnelle, on dit que l'état parent, l'état parent, l'état enfant, l'état adulte. Donc l'idéal, ça va être toujours d'être dans l'état adulte. Maintenant, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est, en gros, vous allez imaginer une situation professionnelle, personnelle, ce que vous voulez. Et dans cette situation, vous allez imaginer les 3 réactions. Vous allez dire, voici le discours ou la réaction d'un enfant face à cette situation. Et vous choisissez le type que vous voulez. Voici la réaction d'un parent, et voici la réaction d'un adulte. Mais vous imaginez un scénario. Vous mettez la situation, vous mettez les 3 réactions par rapport à cette situation. D'accord? Donc, pour le faire, on va prendre 15 minutes. Ok, alors c'est qui commence alors? Oui. Donc on écoute le groupe de travail. Oui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Donc, on parle d'une situation professionnelle, d'accord, dans le cadre d'un responsable qui a donné des missions à l'un de ses collaborateurs, oui, qui n'a pas arrivé à terminer à temps, bien qui n'a pas, qui a généré une réclamation d'un client, voire la perte d'un client. D'accord. Donc on va la présenter de façon, tout d'abord, le message du parent, le message de l'adulte et le message de l'enfant. D'accord. À la fin, on va présenter la réaction du parent, la réaction de l'adulte et la réaction de l'enfant. D'accord. D'accord. Pour un parent qui applique les directives, donc on va dire comment ça se passe, je t'ai fait confiance, tu n'as pas arrivé à respecter les règles, notre réputation a été mise en jeu, donc je suis obligé de te blâmer. D'accord. Dans les sanctions disciplinaires. D'accord. Ça, c'est un parent un petit peu directif. On parle des règles, etc. Et pour l'état d'adulte, donc, je vais convoquer le collaborateur en question, lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'ailleurs, on vous a donné tous les moyens, toutes les informations nécessaires pour réussir ce projet. Pourquoi nous avons perdu ce client? Est-ce que vous avez des arguments pour Donc, il va questionner. Il va questionner. Il va collecter les réponses. Et pour la situation enfant, donc, tu m'as déçu, je t'ai fait confiance, je t'ai défendu alors que
je me suis fait blâmer à votre place, à ta place, etc., etc. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est des situations tendues. Maintenant, le feedback ou bien la réponse à la question de parent. Donc, il est soit une réponse d'un parent, soit une réponse d'un enfant. Pour répondre aux parents, on va dire, pourquoi tu vas me blâmer? Tu n'as pas donné les éléments. À chaque fois, où sont les règles? Est-ce qu'ils sont affichés? Où sont les arguments? Il n'y a rien. Tu n'as pas me blâmer. La réponse de l'enfant, on va dire, j'essaie de réfléchir. Moi, je fais de mon mieux. Pourquoi moi, tout le temps, c'est moi qui fais le travail des autres. Tu n'es jamais convaincu de ce que je fais, etc. Tu me blâmes souvent alors que les autres ne font rien. Et commence à pleurer peut-être. D'accord. Pour la situation de Bali. Donc, franchement, moi aussi, je suis déçu. Mais les arguments que je peux présenter pour défendre pourquoi ce client, on a loupé ce client, mais on n'a pas les moyens de travailler. D'accord. J'ai relancé plusieurs fois. J'ai pas eu de réponse. J'ai demandé j'ai commandé plusieurs choses. J'ai rien reçu. D'ailleurs, même le client, il essaie de m'harceler pour avoir des gratuités, etc. C'est l'état adulte. D'ailleurs, j'ai tout présenté dans un email. J'ai envoyé, je sais pas ce que tu l'avais vu, ou bien non, mais tout est argumenté avec des preuves, avec des prises d'écran, avec des emails, etc. C'est pour cette raison que nous avons perdu ce client. Ça, c'est l'état adulte. Alors, pour tous les États, c'est OK. Pour l'état adulte, il va être sur une façon qui est un peu plus réfléchie que ça, mais pour ça, lorsqu'on va voir la thématique d'intelligence émotionnelle, elle est prévue soit pour la prochaine séquence, soit pour celle d'après, vous allez voir une méthode pour justement réagir en état adulte avec des étapes. C'est-à-dire, c'est une méthode qui va vous dire, voilà, comment commencer, l'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et c'est à appliquer à la lettre. Donc ça va aider. Donc maintenant, je vais rien dire sur la façon avec laquelle tu as communiqué la réponse adulte, mais il y a des méthodes qui existent pour ça et qu'on va voir par la suite. Et pour la réponse de l'enfant? Oui. Ça va être soit l'enfant, soit le parent. C'est un peu la réaction de la première situation. C'est la première. Donc, tu as fait le tour de tous les... J'étais déçu, etc. Pourquoi pourquoi tu ne m'as pas demandé? Je t'aider, de t'accompagner, de résoudre des centaines, parce qu'on a que ça soit trop tard, mon bureau est toujours ouvert pour toi, etc. Et pour l'enfant? C'est bon. Tu l'as dit, tu l'as dit. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Là, on a pris un exemple, parce que je vois qu'il en reste quand même 3 minutes pour 13 heures, et il y a la prière aussi. Moi, ce que je vous propose, Les petits, là. des outils? Il y a la prière à midi. Il y a la prière à midi, on va lancer. Non, c'est midi 40. On va faire la prière à midi. Oui, il y avait déjà un décalage, c'était en France, c'était 1 heure. Ah, maintenant, c'est le cas, il a pris la 13 heures. Ouais. Il n'y a plus de problème. Ok, alors pour l'état adulte, ce que j'ai dit en fait tout à l'heure, c'est qu'il y a une méthode, si vous voulez, il y a une méthode qu'on peut justement adopter pour l'état adulte. C'est qui le groupe qui passe? Présentiel ou distanciel? Au deuxième exemple. Oui, on peut passer en distanciel? Canel, oui. Oui. Donc, pour nous avons travaillé sur une situation de travail et la problématique, c'était le respect d'horaire. D'accord. Ok. Donc, la première transaction des mois, parent-enfant. Donc, le parent, il va dire combien de fois je t'ai dit d'être à l'heure? La réponse, désolé, la prochaine fois, je serai à l'heure.
Ben, ici, c'est une situation d'un parent normatif et un enfant soumis. D'accord. Pour un enfant qui est rebelle, il va dire, je fais des heures sup et je demande rien en contrepartie. Donc, si je suis en retard, j'ai le droit. C'est une réponse d'un enfant qui est rebelle à la première question, bien sûr. Le deuxième cas de relation, parent-parent, il est essentiel de respecter les horaires de travail. Réponse, oui, il est très important d'assurer la disponibilité pour notre clientèle. Ça, c'est parents normatifs, parents nourriciers. Le troisième cas, enfant-enfant, le patron ou bien celui qui va parler, attends. Tu te caches toujours pour que je te vois pas en retard? Ah oui, mais toujours la même chose, j'arrive pas à trouver le bon endroit. Donc, c'est enfant. Quatrièmement, enfant-parent. J'arrive pas à être à l'heure. La réponse, moi, je me lève tôt. Si tu veux, je peux passer te déposer. Ben, c'est une relation enfant-parent. Donc, adulte-adulte, on est dans une situation problématique. Comment peut-on respecter les horaires de notre entreprise? Ben, mieux s'organiser, c'est la meilleure des choses à faire. Et voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Hanan. Tu as travaillé avec qui? Oui, avec Abdelkrim et Assia. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ok, groupe suivant. Rachida, peut-être. On a vu comment on a fait l'exercice. On a mis 3 situations différentes en fonction de l'état enfant, parent et adulte. Donc la première situation, c'est ma collègue me casse la tête. La réponse d'un état enfant, ce serait oui, elle parle trop. Ça, c'est qui peut me citer l'état? L'état enfant. Ah, l'état enfant, d'accord. Ma collègue me casse la tête dans l'état enfant. Non, un enfant qui répond. Voilà, un enfant qui répond oui, elle parle trop. D'accord. Ensuite, un parent qui répondrait à cet état d'enfant, c'est insupportable. D'accord. Et un adulte qui répondrait à cet état, il faut lui en parler. D'accord. Ensuite, on a mis une autre situation par rapport à l'état parent, par rapport aux inconnus. Un état enfant répondrait, ils sont méchants. Un état parent répondrait, exactement, c'est dangereux. Et un état adulte dirait, tu dois faire attention. D'accord. Après, on a la troisième situation en état adulte. Quel temps fait-il? L'état enfant répondrait, il fait super bon pour sortir. L'état parent, oui, c'est l'été. Et l'état adulte, il fait beau. Ou il y a du soleil. Oui. Ok. Ensuite, on a fait une autre situation qui serait plutôt comportement par rapport à un conflit. Je suis fatiguée de ton comportement, tu ne respectes aucune règle, je dois te sanctionner et c'est la dernière sanction avant un licenciement. Ça, c'est l'état parent. D'accord. Donc, la réponse d'un état enfant, ça serait d'une manière attristée de dire je suis fatiguée parce que je travaille trop, j'ai trop de surcharge, je n'arrive pas à gérer, etc., etc. L'état parent dirait je suis fatiguée parce que j'ai une surcharge de travail qui n'a pas été qui a été au-delà de ce que je peux faire. D'accord. Et l'état adulte serait de dire savez-vous pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi je suis dans cet état-là? D'accord. Pourquoi mon état a amené un comportement de non-respect des règles? Et de quelles règles parlez-vous? D'accord. Voilà. On avait fait un autre cas, mais je sais pas si c'est ça de le dire. Oui, si tu veux.
Donc là, c'est un adulte qui dirait, en fait, c'est la même chose, mais en tant qu'adulte qui aurait l'entretien avec son employé. J'aimerais savoir pourquoi tu as un tel comportement. Peux-tu m'expliquer ce qui t'amène à te comporter de la sorte? Oui, tout à l'heure, j'ai oublié juste de dire pourquoi on vient de la des choses qu'on a vues avant, que pourquoi il contemple un peu de jugement. Et là, dans l'état adulte, il faut qu'il soit neutre, objectif, donc pour quelle raison? Pour quelle raison? En fait, moi, j'utilise plus le qu'est-ce qui te fait faire? Qu'est-ce qui te fait? Ouais. Non, on n'avait pas ça, mais c'est qu'est-ce que je vois en général. Voilà. Donc, la réponse, j'aimerais savoir, ce qui te, oui, dis quoi? Pour quelle raison? J'aimerais savoir pour quelle raison tu as un tel comportement. Peux-tu m'expliquer ce qui t'amène à te comporter de la sorte? Donc la réponse d'un adulte, ça serait la même chose. Répondre avec du même questionnement. Savez-vous qu'est-ce qui me pousse à avoir ce comportement? Avez-vous déjà posé des questions auparavant? Ça c'est pour l'adulte. Pour l'enfant, bah, toujours la même position, à se justifier et à trouver des justificatifs. Donc je me comporte de la sorte parce que j'ai un supérieur hiérarchique, etc., etc. Donc toujours la justification. Et pour le parent, bah voilà, il dirait que s'il se comporte de la sorte, c'est parce que il n'a pas eu les éléments nécessaires ou l'environnement nécessaire ou les outils nécessaires pour pouvoir respecter la règle. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, donc dernier groupe, on dit français, celui de Zora, Samia, je pense, Farida. Samia, Farida, Zora. Je crois que c'est toi, oui. Ok, alors, pour vous aider, même si normalement cette méthode, on a prévu de la faire par l'intelligence émotionnelle, mais on va la voir quand même maintenant parce que ça va vous aider à vous mettre dans l'état adulte, mais en suivant 4 étapes. D'accord? Donc la deuxième partie de l'exercice, ça va être de chercher cette méthode, je vais vous donner le nom tout de suite. Et la troisième partie de l'exercice, ça va être de reprendre la même situation et d'appliquer sur cette situation dans l'état adulte, le DESC. Donc DESC, D-E-S-C. Tu sais que le DESC, D-E-S-C, définition, on prend 10 minutes pour ça. D'accord? Personne en distanciel, vous m'entendez? On va faire une recherche sur le DESC. Vous l'écrivez sur le groupe, peut-être. Oui, je vous entends. On vous entend. Super. Donc, je vous écris. Il faut chercher. Voilà. Et je vous mets en courant. On va prendre 10 minutes pour ça. Alors, c'est qui commence pour la définition du DESC? Qu'est-ce que c'est que le DESC?
Alors, c'est qui nous dit que c'est le desk? Donc, Je peux te rapprocher un petit peu du micro pour que tout le monde puisse vous pouvez travailler vers. Ok. Donc, le desk, c'est une abréviation qui est détaillée par 4 mots. Donc, il y a écrire, exprimer, spécifier et conclure. Donc, décrire les faits sans opinion, sans généralisation et sans jugement de valeur. Par exemple, je constate que je n'ai pas reçu le dossier X alors que nous étions d'accord pour que je le transmette à 15 heures à Barbara. D'accord. Exprimer ses sentiments. Dire je et non vous. Donc, je me sens agacé car je ne peux pas livrer le travail attendu à Barbara et à son équipe. Spécifier, donc la solution, faire suggérer et suggérer. Donc, quelle solution propose-t-on? Conclure positivement avec des conséquences pour le collaborateur de l'équipe. Nous allons donc pouvoir corriger ce retard en agissant ainsi. D'accord. Pour l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, donc pour le D, nous n'avons pas revu le travail demandé dans les délais fixés, ce qui a poussé notre client à faire une réclamation. D'accord. Ça, c'est le D. Le D. Et je vous avoue le E, donc exprimer les sentiments, je vous avoue que je suis déçu. D'accord. Et je m'inquiète quant à ta performance. D'accord. Donc, suggère qu'est-ce que tu proposes comme solution? D'accord. Donc, peut-être la personne elle va répondre, c'est adulte, il va dire de faire des points pendant les réguliers, pendant les projets. D'accord. Pour donner la situation actuelle et pour donner des décisions, des avis sur l'état d'avancement. D'accord. Et de prendre des décisions sur des moments opportuns. D'accord. Et pour conclure, donc oui, on peut faire comme ça. D'ailleurs, je suis toujours à l'écoute. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour elle. Ok, un autre groupe, s'il vous plaît, en distanciel. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bien. Okay. Pour la méthode DESC, on a trouvé donc la définition, c'est donc décrire, exprimer, spécifier et conclure, mais on est resté, je veux dire, un peu perplexe sur cette méthode. Pourquoi? Parce que donc la méthode DESC, elle permet de critiquer de manière constructive. D'accord. Je veux dire, si cette méthode s'applique et doit être appliquée par le coach, alors le coach n'a plus son rôle essentiel de pouvoir comprendre et connaître le coaché. Ah, oui, alors je réponds à ça. En fait, quand nous maintenant, on est en train de chercher ce que c'est que le desk, mais on n'a pas dit qu'on va l'utiliser dans le contexte d'un coaching où on va l'utiliser pour postuler le coaching. Non, c'est une méthode qu'on est en train de chercher pour pouvoir accompagner le coaché à l'utiliser dans ses rapports de communication. Donc, il va falloir la connaître. Et donc, par la suite, quand on va coacher, quand on sera dans un contexte de coaching, parce que vous allez utiliser le questionnement, mais vous allez utiliser aussi d'autres outils. Donc, vous allez aider votre coaché à découvrir ce que c'est que la méthode DESC pour qu'il puisse, dans ses rapports de communication, communiquer avec efficacité, exprimer ses besoins, ses émotions, mais de façon non agressive. Et donc, le contexte dans lequel on l'a vu, c'est que tout à l'heure, on parlait des 3 états, justement de moi. Et donc, on a dit qu'on va accompagner le coaché pour qu'il soit dans l'état du moi adulte. Le DESC, c'est une façon qui va nous décrire en étapes, c'est une façon qui va nous faciliter la tâche. Parce que venir, par exemple, expliquer à un coaché ce que c'est que l'état adulte et voilà comment tu dois faire,
ça va être très générique, peut-être très difficile en termes d'application. Donc, pour faciliter l'application, on a cherché le DESC, qui est une méthode qui va nous permettre d'être en état adulte, d'accompagner les coachés pour l'être aussi. Donc, on part de ce principe. Ça veut dire que c'est un outil parmi d'autres qu'on va utiliser dans un certain contexte, mais c'est pas quelque chose qu'on va appliquer nous dans notre rapport de communication avec le coaché. Peut-être que vous pouvez l'utiliser dans vos rapports de communication dans la vie quotidienne, mais l'objectif dans le coaching, c'est d'accompagner le coaché à découvrir cette méthode et surtout à l'utiliser dans ses rapports de communication pour être dans le maximum de temps dans l'état adulte. Ok. Oui, ça va, ok. Qui nous semblait bien en fait. Oui. Ça, on verra la définition tout à l'heure et je donnerai un peu plus d'exemples sur ce sujet. Merci Sarah. Et je t'en prie, Samia. Samia, tu as travaillé avec qui alors? Avec Yasser, Abdelkarim et Hanan. D'accord, ok. Alors, il nous reste le groupe de Zora. Alors, Zora, Farida, Oui, vous avez travaillé ensemble. oui, Farida avec Assia. Ok, d'accord, je vous écoute. Alors, moi, j'ai trouvé la définition de la méthode DESC, elle est simple, donc décrire, exprimer, spécifier, conclure. C'est un outil très simple d'utilisation, alors permet de mieux communiquer avec les autres. Il est souvent utilisé par les managers d'équipe pour exposer une erreur réalisée par un collaborateur. Donc, vraiment, le but de cet outil, c'est vraiment de se rendre compte de la problématique, la situation, la problématique dans laquelle on a en face de nous, exprimer, donc on doit exprimer nos sentiments, nos émotions pour se rendre compte de l'impact de cette problématique et ensuite d'essayer de trouver des solutions et des conséquences, donc conséquences positives. Donc mettre en avant les avantages des solutions qu'on a trouvées. Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé. En fait, c'est vraiment un moyen de se mettre ensemble et de trouver vraiment des solutions qui seront adaptées à tous. D'accord, ok. Merci beaucoup, Zora. Ok, nous restons dans le groupe. Donc, pour notre groupe, nous avons vu que le DESC permet de résoudre un conflit ou formuler une critique constructive. Donc, l'efficacité de cette méthode repose sur l'affirmation, la responsabilisation, l'affirmation du manager dans un cadre professionnel, la responsabilisation de son interlocuteur sur les solutions à mettre en œuvre et son envie de traiter le problème. Et il repose sur 4 étapes qui sont décrire, exprimer, spécifier et conclure. Pour décrire, c'est le fait de décrire les faits, sans opinion, sans généralisation et sans jugement de valeur. Exprimer, c'est exprimer ses sentiments en utilisant je plutôt que vous. Et spécifier, c'est spécifier les solutions, faire suggérer ou bien suggérer et conclure positivement avec les conséquences pour le collaborateur, pour les collaborateurs et l'équipe. D'accord, ok. Merci beaucoup, Sacha. Ok, alors en effet, merci à tous les uns pour le travail réalisé. En effet, le DESC, maintenant, c'est une façon de s'exprimer tout simplement. Vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de vie. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine professionnel, personnel. De toute façon, une fois que vous avez assimilé en fait cette méthode, ça devient votre façon de parler. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que maintenant, vous allez la voir comme étant une méthode, c'est un outil, c'est une méthode. Mais une fois que vous vous entraînez au DESC, ça devient votre façon de faire, ça devient votre façon de parler. Et c'est l'objectif, parce qu'un coach vit dans ses rapports de communication normaux, vous savez, il y a des choses sur lesquelles il va travailler dans son savoir-être. Et dans son savoir-être, il y a des choses qu'il va devoir changer. Donc, un coach, quand il communique dans n'importe quel contexte, il doit vraiment communiquer de cette façon, une façon structurée, une façon qui commence par l'objectivité, qui se termine par de positif. Et donc, l'objectif, c'est que une fois que c'est maîtrisé à votre niveau, vous allez devoir accompagner vos coachés
à s'exprimer aussi de cette façon. Maintenant, c'est quoi le desk? Le desk, c'est que face à une situation, d'accord? Face à une situation, vous allez venir face à la personne avec qui est concernée par cette situation, et donc vous allez faire une description des faits. On va donner un exemple. Parce que l'exemple, il est plus important que la définition. L'exemple, c'est que il y a un manager qui va venir, on va donner un exemple professionnel, un exemple personnel. Professionnel, un manager, il va venir voir l'un de ses collaborateurs, il va lui dire, ben écoute, aujourd'hui, j'estime que tu ne fais rien dans cette société. Vraiment rien. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que tu ne fais rien dans l'entreprise. D'accord? Cette situation, elle a mis le collaborateur dans un état de stress. Il a besoin d'en parler. Il a besoin d'en parler, mais il veut en parler en état adulte. S'il réagit en état enfant, il va réagir émotionnellement. Et maintenant, tu vas stresser, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, etc. Parent, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, il faut me prendre dans un contexte de bride, etc. La règle le dit. Donc, en état adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planifier un point avec son manager, il va venir. Première étape. Vous êtes venu me voir aujourd'hui à 9 heures par rapport à la qualité de mon travail. C'est une description qui est objective, neutre. Il est juste en train de dire qu'est-ce qui s'est passé. Pas d'opinion, pas d'émotion, pas de sentiment, pas de rien. Il décrit la situation avec neutralité. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, pour l'adulte, il est neutre, objectif. Ensuite, il exprime son ressenti, parce que c'est important, on va le voir dans l'intelligence émotionnelle. Si on ressent une émotion, il faut absolument l'exprimer. Donc, on va dire, ce qu'il y a, donc je répète, vous êtes venu me voir aujourd'hui à l'heure par rapport à la qualité de mon travail. Je vous avoue que ça m'a mis dans une situation de stress. Je m'arrête pas là, attention, le desk, c'est quelque chose qu'on peut faire en 2 minutes et il faut le faire de A à Z. Si vous vous arrêtez au niveau de l'émotion, il peut vous répondre et vous dire, on est dans le travail là. Limite, ça m'intéresse pas de connaître quel est votre état émotionnel en ce moment. C'est vraiment un speech, un discours qu'on va dire et qui prend pas du tout du temps. Hein. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, ce qui m'a mis dans une situation de stress, c'est bon, j'ai exprimé mon ressenti, je passe. Suggérer la solution. Suggérer la solution, vous avez 2 options. Soit vous proposez la solution, soit vous impliquez l'autre dans la solution. Ça veut dire, moi, ce que je vous propose désormais, c'est d'organiser des points hebdomadaires pour parler de l'avancement des projets et notamment des axes de progression sur lesquels je dois travailler. Or, sinon, je dis, écoutez, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Je pose la question à l'autre et je le laisse me proposer une solution. Ou bien lui dire la même chose, lui dire, je vous propose de faire des points hebdomadaires pour parler de l'avancement du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Donc, c'est à vous de voir, vous suggérer, vous impliquer l'autre dans la solution. Et conséquence positive, ça veut dire qu'est-ce que cela va engendrer. Et de cette façon, on va travailler dans un climat qui est sain et où il y a le retrouver. Donc, je répète, si on le fait comme ça d'affilée, vous êtes venu me voir tout à l'heure à 9 heures par rapport à la qualité de mon travail. Je vous avoue que ça m'a mis dans une situation de stress. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'organiser des points hebdomadaires pour parler de l'avancement du travail. Et de cette façon, on va pouvoir travailler dans un climat qui est très sain, c'est très positif. Parce que, parce que rappelez-vous, on est en train de parler de transactions. Si vous parlez comme ça à une autre personne, il ne pourra vous répondre qu'avec un état adulte. Ça veut dire qu'il va correspondre au cadre. Ça va pas être un enfant, ça va pas être un parent, non, c'est comme ça et pas autrement, c'est pas possible de réagir comme ça face à une personne qui est en train de parler de cette façon et surtout la conclusion qui est très positive. Donc voilà ce que ça va engendrer. Ça veut dire que finalement, votre intention, c'est de travailler dans un climat sain et donc c'est la raison pour laquelle vous vous permettez de dire tout ça. C'est ça le texte, ça vous donne des étapes très simples pour être dans l'état adulte. Tout ça, vous pouvez l'adopter pour ça, vous pouvez l'adopter pour autre chose. Vous pouvez accompagner vos coachs à le faire, vous pouvez l'adopter vous-même. De toute façon, c'est important de le connaître vous-même. Donc, si on prend une situation personnelle, on prend l'exemple de... Oui, quelqu'un, par exemple, t'a jugé. Qui t'a jugé, oui, qui t'a jugé et tu n'as pas aimé son jugement, ça t'a mis dans un état émotionnel de colère, par exemple. Et donc, tu lui dis la même chose. Tu es venu tout à l'heure et tu as porté sur moi un jugement X, donc tu précises. Je t'avoue que
je me sens en colère face à cette situation. Moi, ce que je te propose, c'est, si tu as une remarque à me faire, c'est de le faire, par exemple, dans un contexte c'est de faire attention, par exemple, à la façon dans laquelle tu exprimes tes jugements, ou d'éviter les jugements, ou qu'est-ce que tu proposes pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Et de toute façon, on maintiendra la relation et voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est assez facile à appliquer. Les étapes, ils sont assez faciles à comprendre. C'est pas très compliqué, mais pourquoi on l'a vu dans ce contexte? C'est parce que, quand on dit état adulte, chacun de vous, par exemple, dans l'exemple, état adulte, selon ta perception des choses, bon, c'est ça. Mais finalement, quand tu vois le texte, tu comprends que non, il faut commencer par la neutralité, d'écrire les faits. Il n'y a pas de mal d'exprimer son ressenti, mais il faut pas trop s'attarder là-dessus. Il faut passer à la solution. Et après la solution, c'est bien de conclure avec une phrase positive. C'est important. Conclure avec une phrase positive. D'accord? C'est clair pour vous, le desk? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question, si vous permettez. Oui, vas-y. Cet outil DES, alors, est-ce qu'il rejoint aussi la technique du sandwich? Parce que je pense que c'est le même concept. C'est le même concept que la CNV, la communication non violente. Et d'ailleurs, ce sont des méthodes que nous allons voir dans l'intelligence émotionnelle, justement. Ok, merci. Et parce qu'on peut l'adapter à toutes les situations. Là, par exemple, on a pris cet exemple dans le contexte des états de moi, mais comme j'ai dit, on peut l'appliquer dans tous les domaines de vie. Dans tous les domaines de vie. Au bout d'un moment, ça devient votre façon de faire. Et l'objectif, ça va être aussi d'accompagner les coachés pour que ça soit leur façon de s'exprimer. Parce que c'est la meilleure configuration. D'accord? Et parce que la plupart des coachés, quand ils viennent vous voir par rapport à des situations compliquées, où il va y avoir du conflit. C'est sûr, un coaché, quand il vient vous voir parce qu'il y a un problème quelque part. Donc, le fait de communiquer de cette façon avec son entourage, c'est un point qui est très positif. Après, c'est à vous d'adapter les outils à l'objectif du coaching, comme j'ai précédemment dit. On va voir plusieurs outils. Mais cela ne va pas dire que vous allez utiliser tous les outils dans tous les contextes de coaching. Il y a des fois où vous allez utiliser ça. Il y a des fois peut-être que le coaché, il dispose déjà de ça. Il a besoin d'autre chose. Donc les outils, vous allez en prendre, mais peut-être que vous n'allez pas utiliser tous les outils. Après, ça dépend de l'objectif du coaching et des besoins du coaché. Donc jusqu'à maintenant, on a vu quelques outils, mais il en reste plusieurs quand même à voir. Ce qu'on va faire d'ailleurs la prochaine séance, pour qu'on se perde pas, on a vu quand même pas mal de choses jusqu'à maintenant. On va faire un grand récap. Un récap de tout ce qu'on a vu qui touche le processus de coaching, tout ce qu'on a vu qui touche la relation au niveau du coaching, avec des exemples sur chaque module, etc. On le fera en groupe, on va brainstormer avant d'attaquer la prochaine séquence. Comme ça, on se repère par rapport à tout ce qu'il a dit et par rapport à ce qui vient aussi. D'accord, ça vous va? Ok. Alors, comme d'habitude, on fait un tour de table. Chacun va dire ce que ce week-end, ce qu'on a vu ce week-end, ce que ça lui a apporté, comment il te le sent, surtout, c'est important. Et puis, cette question, pour info, maintenant, ça, c'est pas dans le process, mais c'est un conseil que je vous donne. Moi, je le fais dans mes séances de coaching. À chaque fois que je finis une séance, je demande toujours le ressenti de la personne. Toujours. Quel que soit le sujet, quel que soit ce que j'ai fait, des fois je fais les questions de métamodèle, des fois c'est autre chose. L'essentiel, c'est qu'à la fin de chaque séance, je prends 10-15 minutes, rien, pour voir le ressenti du coaché par rapport à la séance en elle-même. D'accord? Parce que c'est important. Bon, ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, c'est à vous de voir si vous allez le faire ou pas. Ça fait pas partie du processus. Mais pour moi, c'est important. Parce que comme je vous ai dit la première fois, le critère de réussite d'une séance ou pas, c'est l'énergie dans laquelle le coaché va être à la fin de la séance. Donc, automatiquement, pour connaître cette énergie, il va falloir lui poser la question et voir son ressenti. Donc, alors, je vous écoute. Ce que vous avez apprécié le plus dans les séquences, ce que vous avez appris le plus. Oui, moi pour ce week-end, en tout cas, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, j'essaie de faire le parallèle avec ma vie quotidienne, avec ce que j'ai fait. Et c'est une vraie remise en question pour moi parce que, en tout cas, le métaprogramme est très intéressant quand vous faites la recherche avec le parce que je me reconnais en fait dans des situations et je me pose des questions concernant mes réactions qui sont des fois négatives.
pas de situation alors que c'est juste le métaprogramme de l'autre, donc c'est très intéressant pour le métaprogramme. Aussi les 13 postulats de la PNL. Bon, certes, je suis en phase avec ce que je disais hier par rapport à l'attention positive. C'est le seul postulat qui m'est un peu difficile en tout cas à gérer, mais bon, je pense que je vais y arriver avec le cas. Mais en tout cas, pour les autres, ça me semble très intéressant et ça me parle. Et encore une fois, à chaque fois, j'essaie de faire le parallèle avec ce que je vis quotidiennement et c'est ultra intéressant. Et du coup, pour moi, en tout cas, je me sens très bien. Je suis encore motivée encore plus pour apprendre davantage. Et voilà, donc en tout cas c'est très positif. Le DEC, bon, c'est une méthode que je connaissais, donc ça va, mais à chaque fois c'est une prise de conscience. En fait, je me dis que oui, il faut pas que connaître cette méthode, il faut l'appliquer. Et c'est pas une méthode que j'applique forcément tous les jours, donc je vais y travailler. D'accord, merci beaucoup. Super, merci à Jacques. Ok, qui d'autre? Moi, je veux bien. Écoutez, moi, pareil, je serai un peu comme Jacques, c'était intéressant. Hein. Maintenant, on apprend beaucoup. Donc, les métamodèles, le questionnement, les métaprogrammes, le test, l'analyse transactionnelle. Maintenant, c'est que moi, je vais réussir à avoir justement cette intelligence de je vais cocher et avoir cette intelligence pendant une transaction, justement. Ça, c'est, voilà. Individuellement, c'est bien, c'est maîtrisé, mais tout ensemble, le package qui va aussi, j'ai dit, écoutez, j'ai pas encore cette intelligence, justement. C'est tout à fait normal à ce stade, c'est tout à fait normal parce que là, on a à savoir toutes les choses qui vont venir en complément à ce qu'on a vu précédemment. Ça, c'est un, donc on n'a pas tous les outils. Deuxième des choses, il va falloir pratiquer dans l'exercice. Ça, c'est à la fin de la formation qu'on pourra le faire. Ça veut dire, une fois qu'on a tout vu dans les outils, c'est bon, on a fini avec tous les outils qui existent, on peut se mettre en coaché. On peut imaginer une situation, et là, on va vous dire, allez, utilisez tous les outils à telle situation. Mais ça, on ne pourra le voir qu'à partir du moment où on a vu tous les outils de coaching qui existent. Mais on va pratiquer, ça va vous. Pour moi, donc, c'est la même chose que donc, je crois qu'on utilise une partie de ce que nous avons vu chaque jour, donc, quotidien, soit la famille, soit dans notre professionnel, etc. Mais on n'utilise pas ce qui est comme ici. Et les exercices qu'on a dit, on va nous servir pour avoir cette automatisation de réflexe de l'éducation, etc. Et je crois que c'est très important. Ok, moi, la vérité, avant que je sois là, j'ai profité le moment de la pandémie, j'ai fait quelques recherches, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel et sur la psychologie. Et c'est parmi les choses qui m'ont attiré mon attention. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je voulais vraiment trouver un chemin qui m'exprime le plus. Parce que j'ai une mentalité qui adore analyser et qui adore comprendre les gens, comment ça fonctionne, les services clients. Et avec tout ce qui m'a appris jusqu'à maintenant, le métaprogramme, le métamodèle et les postulats. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, ça m'a permis de se vivre plus, avoir une vision plus claire. Et donc voilà, et après c'est j'ai envie de faire donc voilà. Ok, très bien, merci à toi. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai apprécié ces séances depuis le début, depuis qu'on a commencé. C'est vraiment quelque chose qui m'a complètement éveillée par rapport à la communication. Car j'étais quelqu'un qui était très discrète et qui n'assumait pas dire ce que je pense. Et là, je pense que ce début de formation m'a aidé à me développer au niveau de la communication. Et elle m'a aussi montré les lacunes que j'avais donc dans ma manière de communiquer. Et j'espère franchement que c'est la suite de ces séances vont m'apporter comment je veux dire, du professionnalisme parce que c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore plus et de transmettre
et pourquoi pas de le rendre complètement, comment je peux l'expliquer, de le rendre complètement innovant et de l'utiliser au jour le jour, vraiment que ça devienne ancré en moi. Voilà, exactement. Ok, super, merci Samia. Je vous en prie. Ok, Oui, je m'exprime. vas-y. Donc, je vous remercie tout d'abord pour cette formation et pour ces sessions. Je remercie les organisateurs et je vous remercie vous, Madame Sarah, pour le perfectionnisme que vous avez. Donc, c'était très intéressant et très enrichissant. Dès le début de la formation, les modules ils se complètent l'un l'autre. Et tout en avançant, j'ai senti que je m'évolue et que je grandis de plus en plus. Et ça m'a aidé vraiment d'après tout ça, j'ai fait un retour vers des situations que j'ai vécu dans mon entourage et moi-même, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien que ce soit dans le professionnel. Et j'ai arrivé à pouvoir expliquer des situations déjà vues. Et vraiment, c'est très intéressant et ça me motive beaucoup pour aller plus loin. Et j'ai hâte d'être coach et de pratiquer ce que j'ai appris avec vous. Merci beaucoup, Hanan. Merci. Ok, qui d'autre? Je vais... Oui, Rachida. Moi, j'étais absente hier, donc j'ai un peu raté, j'étais absente. J'avais pas de connexion malgré ma présence en distanciel. Donc j'ai une étape à prévoir. J'attends patiemment l'enregistrement. Autrement, au fur et à mesure du temps qu'on avance, je me rends compte que je pratiquais certaines choses dans mon équipe de coach sans pour autant être de l'eau. Donc ça, même dans mon quotidien. Tout à l'heure, quand on a vu l'état parent, l'état adulte, l'état enfant, quand on se rend compte que finalement, c'est des choses qu'on fait sans pour autant donner de l'eau. Mais maintenant qu'on a un nom, ça va être plus facile à pratiquer, ça va être plus facile à pratiquer et à communiquer avec les autres. Donc moi, c'est très enrichissant pour moi. Vraiment, les dernières séances de coaching que j'ai eues avec mes coachés se sont déroulées totalement différemment. Il y a vraiment une belle évolution et d'ailleurs les coachés en remarquent. D'accord. Donc moi, c'est vraiment C'est les mêmes coachings que tu avais avant? C'est les mêmes, ouais. C'est la continuité en fait. Du coup, j'ai pris certaines choses que j'ai appris de cette formation, je l'ai appliqué et finalement la fluidité, la facilité aussi. Parce que c'est moins complexe quand on a des mots, quand on connaît le processus que quand on ne connaît pas vraiment. Oui. Moi, j'avais déjà fait des formations, mais c'était pas dans le cadre de la PNL. La PNL, c'est vraiment particulier. C'est très enrichissant. Donc, franchement, je suis satisfaite et j'espère que ça va continuer. En tous les cas, c'est un très bon bagage pour un coach. Je pense qu'il est essentiel et nécessaire. Merci beaucoup, Rachida. Ok, qui d'autre? Moi, personnellement, on a exposé un faux en primaire aujourd'hui. C'est vraiment la semaine de récap, ça sera super. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, moi, j'ai beaucoup appris sur cette séance, sur les séances précédentes. De ma part, donc là, en pratiquant cela, j'aurais plus la communication sera plus fluide et il y aura moins de conflits et le message sera bien transmis. D'accord, ok. Merci Safia. Alors il nous reste qui? Assia, Zora, Yassir, Abdelkrim, Farida. Oui, moi je veux bien me donner mon... Oui, vas-y. Alors moi je suis très contente d'être avec vous et je voulais vous remercier, que ce soit Sarah ou toutes les personnes qui sont présentes. Rachida aussi, parce que c'est aussi grâce à Rachida qu'on est là. Okay. Et aussi beaucoup la remercier. Alors moi, je suis très très contente de cette formation parce que j'ai toujours entendu des choses, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, l'analyse transactionnelle, tout ça. Mais le fait de le pratiquer, d'aller faire ses recherches en groupe, je trouve que ça fait toute la différence.
et ça s'imprègne mieux déjà. On les a, comment dire, c'est la meilleure manière en fait de les retenir. Et il y a énormément de choses qu'on a vues depuis le début que j'ai mieux compris, que j'ai mieux assimilé, et que maintenant c'est vrai par rapport à des situations de la vie courante, et ben on se rend compte que qu'il faut pas réagir comme ça, que par exemple par rapport aux généralisations, les métamodèles au début. Et je pense que ça va beaucoup nous apporter dans la suite, Inch'Allah. En tout cas, je vous le souhaite à tous, et qu'Allah vous facilite à tous. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Et donc voilà. Merci à toi, Zahra, merci beaucoup. Ok. Alors, Assia, Farida, Yassir, Abkrim. Je veux bien prendre la parole si vous m'entendez. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. D'accord. Donc, pareil, je vais remercier d'abord Rachida qui m'a permis d'être, de connaître la formation. Je vous remercie également on va dire, de la qualité de la formation qui m'a permis on va dire, pareil, de mettre des mots sur des comportements et de devenir, on va dire, de rendre possible en tous les cas une évolution personnelle et autour de moi aussi, parce que l'impact il est immédiat de toute façon dans mon évolution personnelle. Et surtout de se dire que on est vraiment sur des aspects techniques, on est en train d'apprendre à apprendre et à aider en tous les cas, puisque je considère qu'on est un aidant. Et en fait, on est en train de télécharger des logiciels humains, de comportement humain, de communication, de mieux-être et d'aide en fait. Et vraiment, je vous remercie. Je remercie l'équipe, les participants également, parce que on va dire la dynamique de groupe aussi est très intéressante. Et puis, je vous remercie également du professionnalisme auquel on a la chance d'assister. Voilà. Merci beaucoup. Merci Farida. Alors, Yassir, Abkrim. Donc, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit. Donc, je rejoins effectivement ce qu'a dit mes collègues et mes amis coachs. Effectivement, donc il y a énormément en fait d'outils. Donc, moi, je pense que le plus compliqué, c'est d'arriver à jongler en fait avec tous ces outils-là. Il y a aussi cet aspect qui est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on apprend aujourd'hui à utiliser cette boîte à outils. Le plus compliqué encore, c'est de choisir le bon outil au bon moment, etc., et de savoir effectivement à quel moment il faut utiliser un et pas l'autre, etc. Et je pense aussi en fait que tout ce qu'on est en train d'apprendre en fait, je dirais en fait quels sont les outils qu'un coach peut utiliser. Mais je pense qu'il y a un travail important, qui est un travail personnel, individuel, qui fait est-ce qu'on sera un bon coach ou pas. Et je pense que ça doit émaner aussi de nous. Et c'est quelque chose, effectivement, c'est quelque chose en fait à l'intérieur. Et je pense qu'en parallèle, il faut utiliser ces outils-là, il faut les apprendre, il faut maîtriser. Mais en parallèle, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut qu'on arrive à développer en nous pour pouvoir être un bon coach. Et ça, c'est aujourd'hui en fait l'équilibre qu'il faut qu'on réussisse à trouver entre cette partie théorique, bien sûr, qu'on est en train d'apprendre, mais tout le temps l'alliant avec une partie, je dirais, pratique. Mais il y a aussi je dirais quelque chose en fait d'inexplicable qu'il faut aussi qu'on arrive à développer pour être un bon coach. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yassir. Donc, Abkrim. Abkrim, je pense que tu dois enlever le mute. Abkrim, il est parti prier. Hein. Ah, il est parti prier, ok. Ok, très bien. Alors, merci à tous pour vos réponses, pour votre feedback. Quand moi, j'ai fait cette formation de coach, on a fait un très beau exercice. On est parti dans un parc où les gens ils marchent. Ils sortent avec les enfants. Oui, ils sont présents. Et on est parti coacher des inconnus. L'exercice était de partir vers des inconnus
et les coacher pendant 15 minutes. Leur proposer une séance de coaching gratuite de 15 minutes. L'objectif de l'exercice 1, c'était de sortir de sa zone de confort. Parce que votre zone de confort, elle est avec les personnes que vous connaissez. Comme le fait de partir vers cet inconnu, le cerveau va vous faire sortir des blocages. Genre, non, ils vont te dire, bah non, on n'a pas le temps pour ça, il y a des personnes qui vont même rigoler de ça, non, il faut pas partir chez des inconnus. Donc, c'était pour briser ça, parce qu'un coach, lui, il sera amené tout le temps à coacher des inconnus, de toute manière. Et donc, il fallait briser, en fait, cet obstacle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était justement de tester sa capacité à coacher. Pendant 15 minutes, c'est pas beaucoup, donc ça va. 15 minutes, c'est gérable pour quelqu'un qui vient de commencer. Et avec des inconnus, voir le feedback que ça peut générer. Bon, ça a donné de très bons résultats. On a fait beaucoup de choses. C'est un exercice de 15 minutes, mais là, on a échangé sur plusieurs aspects après les 15 minutes. On a découvert plusieurs choses. Donc, c'est quelque chose qui est pratique et qu'on a vu. Maintenant, moi, j'ai formé un groupe avant vous aussi, professionnel ici. Dans ce groupe, ce qu'on a fait, on avait un DRH avec nous et on lui a dit, est-ce que ce serait possible qu'on organise des séances de coaching avec des collaborateurs en distanciel. Et est-ce que c'est possible de faire ça ou pas? Il a dit que c'était possible. Il nous a communiqué une liste de coaching qui correspondent à la liste des coachs qu'on a dans la formation. Et on s'est lancé dans une séance de 30 minutes. Après la séance de 30 minutes, on a échangé sur le résultat, sur les lacunes, sur. Ça aussi, c'est un très beau. En fait, c'est un exercice qu'on a déjà fait dans la séance. Maintenant, dans cette formation, on va voir comment on peut faire ça, parce que oui, on peut exercer, mais votre zone de confort, c'est entre vous. Quand vous exercez entre vous, vous êtes dans votre zone de confort parce que vous vous connaissez, vous voyez les mêmes process. Il est un peu difficile de voir le résultat que ça donne. C'est bien pour pratiquer, mais le feedback, vous ne pouvez l'avoir qu'avec une personne qui ne sait pas ce que vous êtes en train d'appliquer comme processus. Et donc, vous l'appliquez sur lui, vous allez voir le feedback comme toi, Rachida, par exemple, tu as vu le feedback, mais eux, ils savent pas ce que tu fais, mais tu as un feedback qui est complètement différent du premier, à savoir que, jusqu'à maintenant, tu as vu quelques outils. Et pourtant, tu vois déjà la différence. Donc, c'est possible de faire ça. La façon avec laquelle on va faire, je ne sais pas encore, je n'ai pas d'idée pour l'instant, je vais voir avec Samir, on peut le faire parce que ça serait intéressant de le faire entre nous. Ça veut dire peut-être que la prochaine séance, on prendra une journée pour la pratique, le récap, pratiquer tout ce qu'on a vu pour coacher, etc. Mais après, ce sera encore plus intéressant si on arrive à le faire avec des inconnus, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas, ils ne savent pas le processus que vous êtes en train d'appliquer. Et on verra comment on peut passer. Oui, s'il te plaît, si tu peux nous proposer un coaché, on fait juste la date par rapport à l'avancement des séquences. Et si tu as des coachés, d'accord. Super. Bah, si on a ça, ça va être idéal. Pour les personnes en distanciel, on peut organiser ça. Si les coachés ils peuvent venir sur place, par exemple, bah, ils viennent sur place, on le fera avec eux ici. Et pour les personnes en distanciel, ils le feront en distanciel. Bah, sinon, on peut tout faire en distanciel. Ça va dépendre des coachés. Donc, on verra ça. Par exemple, Madame Salah, on est demandé à faire quoi? C'est-à-dire, si on connaît quelqu'un qui pourrait faire le coaching. Non. Ça, c'est une idée. J'ai dit que ça serait bien si on arrive à organiser des petites séances de coaching avec des inconnus, pas à ce stade, pas encore à ce stade, il est encore tôt, avec des inconnus pour pouvoir tester notre capacité à coacher. Et j'ai dit que lors de la précédente formation, on l'a fait. Moi aussi, dans ma formation de coaching, je l'avais fait pendant 15 minutes. Donc, je disais qu'on va voir quelle est la meilleure façon de le faire dans cette formation. Et ça, c'est en réponse à ce que vous avez dit, quand vous avez parlé de théorie et d'intelligence ultra de janvier dans les différents outils, etc. Donc, pour tester cette capacité, il va falloir le faire avec des... Donc, c'est juste une idée. On va étudier et on va voir quelle est la meilleure façon de la faire. C'est une bonne idée, de toute façon, ce que vous avez dit. De le faire avec des inconnus, ça va nous permettre à faire ressortir ce qu'on a, de quoi on est capable. De voir rien. C'est une bonne idée. Combien vous allez consacrer pour l'exercice, pour chacun? On verra, peut-être 30 minutes. Donc, on peut avoir des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, des trentaines de coachés. Le nombre de coachés doit correspondre au nombre de coachs. Parce que chaque coach va avoir un coaché.
Est-ce que chaque coach il va avoir un seul coach? Un seul, oui, un seul. Un seul. Il ne peut pas avoir deux ou trois coachs. Non, c'est beaucoup, c'est encore prématuré à faire un coaching collectif. Comment ça va, Et non? C'est quoi, Là, j'essaie de voir et tu me dis si c'est possible ou pas, parce que si c'est possible, on peut l'intégrer dans le programme. il faut vraiment avoir ce Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça va être plus intéressant, Sarah. Oui, bien sûr, Khaled, parce que c'est lui qui organise ça en principe. Aucune idée. Je pense que vous avez parlé de décalage. Moi, je suis pas allée sur le groupe. Vous avez parlé C'était le week-end de l'Aïd. D'accord. Je pense que ça pourra être reporté au week-end d'après, est-ce que vous dites? Donc, bon, on verra. Pour l'équipe de coaching, je propose d'avoir deux types. Un coaching professionnel et un coaching personnel. Ça ne changera rien pour nous, en fait. Donc, en tant que coach, ça change rien. Dans les outils, ça change rien. On applique les mêmes outils, mais ce soit le contexte. C'est vrai, et chaque fois, il peut choisir le sujet qu'il veut. On en laisse lui choisir. D'accord. On ne va pas imposer ces sujets. Ça, c'est l'objectif. Oui. Ok. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Merci beaucoup et au revoir. On verra sur le question. Merci à vous. Merci beaucoup pour on a prière de se réunir. Merci, salam alaikum, bonne journée à vous, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Salam alaikum. Eid Mubarak aussi avant. Eid Mubarak aussi.